Buenas tardes a todas y a todos por estar aquí esta tarde. Me gustaría empezar dando las gracias, como no podía ser de otro modo, en la presentación de un libro titulado Las Gratitudes a Delphine de Vigan, y dárselas no solo de mi parte, sino también de parte de Bibliotecas de Barcelona, que organiza el acto, de parte de las editoriales que han publicado en castellano y en catalán la novela de Delphine de Vigan, que son Anagrama, por un lado, y también Edición 62 en catalán, en traducción de Jordi Martín Lloret. Así que, Delphine, gracias por haber escrito este libro tan maravilloso, gracias por haberme dado la oportunidad de traducirlo, y gracias por estar esta tarde aquí con todos nosotros y nosotras para esta charla, conversación, presentación de tu libro. Simplemente dos advertencias iniciales para las personas que estén asistiendo a este acto. Por un lado, cuando hable Delphine, cuando la deje hablar, vais a escuchar a Emma Soler interpretando lo que diga, es decir, que la vais a escuchar en castellano las palabras de Delphine, pero que si alguien quiere posteriormente escuchar en versión original a Delphine de Vigan, lo va a poder hacer en diferido. Y luego la segunda advertencia es que podéis participar en esta conversación, podéis hacerle preguntas a Delphine de Vigan en el chat de YouTube, y al final del acto trasladaremos las preguntas a Delphine de Vigan, que responderá pues, como buenamente pueda. Podéis ir haciendo las preguntas a medida que se desarrolle el acto, pero las trasladaremos a Delphine al final. Dicho esto, empezamos con la presentación. Doy las buenas tardes a Delphine. Me voy a permitir una pequeña presentación, Delphine, por si hay algún despistado que aún no conozca tu obra esta tarde. Simplemente diré que Delphine de Vigan es una de las escritoras más leídas y apreciadas en Francia en la actualidad. Seguramente también de las escritoras francesas más leídas en el mundo entero, con una decena de novelas traducidas a más de 20 idiomas. Igual me quedo corto y son más de 30. Que empezó hace 20 años publicando una novela como Días sin hambre, cuyo título en francés tiene, creo, un pequeño juego, Jours sans faim, que podría ser sin fin o sin hambre, pero en castellano no hemos podido trasladar ese juego de palabras. Hasta su más reciente novela, Les enfants sans roi, aún no traducida ni al castellano ni al catalán, que apareció hace nada, 10 días, 12 días en Francia, en Gallimard, y que, bueno, yo creo que va camino de convertirse en un nuevo éxito, no solo de lectores, sino también de crítica, ¿no? Y entre medias, títulos tan conocidos como Nada se opone a la noche o como Basada en hechos reales, que han ganado algunos de los premios más prestigiosos de las letras francesas, como el Renaudot o el Goncourt de Lycéen. Y algunas otras novelas que yo personalmente, o por las que yo siento especial debilidad, como No y yo, que me parece una novela extraordinaria también. Y lo que hoy vamos a tratar aquí es la novela titulada Las Gratitudes, que apareció en 2019 en Francia, y que forma parte, según creo entender, de una trilogía o de un tríptico que empezó con Las Lealtades, siguió con Las Gratitudes, y esperemos que dentro de poco podamos leer ese tercer volumen del tríptico o trilogía que nos está ofreciendo Delphine de Vigan. Yo creo que Las Gratitudes está teniendo, en el mes que llevan las librerías españolas y catalanas, está teniendo una recepción extraordinaria. Que sepas, Delphine, que por primera vez en mi vida estoy recibiendo mensajes de gratitud como traductor. Nunca me había pasado, y me están escribiendo para decirme muchas gracias por haber hecho posible que podamos leer a Delphine de Vigan. Y solo voy a decir una cosa más antes de darte la palabra, que es que el otro día recibí un mensaje de una persona a la que no conozco, pero con la que mantengo cierta relación por las redes. Me dijo algo tan bonito que no puedo dejar de transmitírtelo. Me dijo que al acabar de leer Las Gratitudes, le entraron ganas de abrazar el libro.
no sé qué es lo más bonito que te han dicho nunca de tus libros, pero que alguien quiera abrazar tu libro al acabar de leerlo me parece que es a lo máximo que puede aspirar un escritor o una escritora. Entonces, yo, para no seguir hablando, que yo sé que a quien quieren oír es a ti, si te propongo que empieces situándonos un poco las gratitudes dentro de tu propia obra, ¿no? Y dentro de esta trilogía o tríptico, y quizá tú misma expliques un poco de qué va las gratitudes. D'accord, merci, oui, merci Pablo pour cette présentation. Alors oui, les gratitudes s'inscrit pour moi dans une période que j'appelle un peu une période un peu minimaliste, qui a commencé avec les loyautés, qui a été aussi traduit chez Anagrama. Et en fait, dans ces deux textes qui sont très courts et qui ont en commun cette forme très courte, il s'agissait pour moi d'explorer quelque chose qui relève de l'économie de moyens, une forme de simplicité, de sobriété, avec cette idée qu'on peut dire beaucoup avec peu, en fait, et que au fond, parfois, de cette simplicité peut naître une réelle intensité. Et c'est ça que j'avais envie d'explorer d'un point de vue formel à travers ces textes. Voilà, cette idée un peu que en quelques mots, on peut convoquer chez le lecteur beaucoup d'émotions. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est expérimental comme démarche, mais il y a quand même quelque chose un peu de cet ordre-là. Et dans les deux cas aussi, j'avais envie d'explorer ce qui fait au fond de nous des êtres humains. Comment s'incarne, comment s'exprime notre humanité. Donc, je dirais que dans les loyautés, évidemment, c'est la question de la loyauté, mais aussi du conflit de loyauté qui est exploré, avec un texte qui est sans doute plus sombre que celui des gratitudes. Et puis, pour les gratitudes, j'ai eu envie, là, au contraire, de quelque chose de plus lumineux, sans doute, tout en respectant cette forme très courte. Et ce témoignage que vous avez eu de cette lectrice me touche beaucoup parce que pour moi, j'avais vraiment justement envie de toucher au cœur de cette humanité que j'espère nous abritons tous en chacun de nous. Et avoir envie de serrer un livre dans ses bras, c'est une très belle image. Ça me fait penser d'ailleurs à un autre témoignage de lecteur que j'avais pu avoir il y a quelques années à propos des heures souterraines, qui est pour ma part un texte auquel je tiens beaucoup. Mais une lectrice m'avait dit que quand elle avait terminé le livre, elle l'avait jeté par terre. Donc c'est un petit peu, c'est pour ça que ça me fait plaisir qu'on puisse serrer le livre dans ses bras. Et donc voilà. Donc j'avais idée en effet d'une trilogie à ce moment-là, ou d'un triptyque de 3 romans très courts qui auraient en commun à la fois donc, un principe formel, mais aussi cette idée de travailler sur les liens aussi qui nous unissent, ces liens qui peuvent à la fois nous construire, nous porter, mais aussi parfois nous entraver. Voilà. Muy bien, muchas gracias, Delfín. La verdad es que creo que esta presentación se podría haber hecho solo con los comentarios de tus lectores en las redes sociales, algunos de los cuales son realmente increíbles. Tengo alguno apuntado por si al final nos da tiempo a leerlo, porque me parece que da en el clavo y expresa muy bien lo que eres para muchos y muchas lectoras, ¿no? En todo caso, para centrar a los espectadores de esta tarde, simplemente decir que la novela Las Gratitudes pone en juego a un personaje mayor, que es Michka, ¿no? Una señora mayor que tiene un deterioro cognitivo y entra a vivir en una residencia geriátrica, y vemos su historia y su progresivo deterioro a través de 2 voces, que son la de su logopeda, Jérôme, y la de una amiga de hace muchos años, que es Marie, a la cual Michka había cuidado de pequeña, ¿no? Entonces, esto que hablabas del estilo,
tan sobrio, tan simple, tan directo, me hace pensar en algo que leí y que te quería preguntar si es cierto, que es que las gratitudes tienen un origen teatral, que había sido un texto teatral, ¿es cierto? Existe una versión, porque yo me imagino, yo que vengo del mundo del teatro, yo pagaría por ser Michka y poder representar ese personaje, ¿no? En el escenario. Oui, oui, c'est vrai que une toute première version, j'ai écrit une toute première version de ce texte en 2012, donc il y a déjà un petit moment, pour un festival de théâtre qui a lieu en France chaque année, qui s'appelle le Paris, la ville de Paris, le Paris des femmes. Et en fait, c'est un festival qui propose à des auteurs de théâtre ou à des romancières d'écrire une très courte pièce sur un thème qui est donné. Et ce qui est formidable avec ce festival, c'est qu'on sait, quand on écrit cette courte pièce, qu'elle va être jouée sur scène au moins une fois. Et donc, j'avais déjà travaillé sur la perte du langage. C'est une toute première version, puisque ça ne dure qu'une demi-heure. Donc, j'avais déjà eu l'idée de travailler sur la perte du langage dans cette courte pièce. Et la pièce s'appelait Merci. Donc, il était à la fois question déjà de gratitude et d'aphasie. Quand cette pièce a été jouée, alors c'est joué par des comédiens qui travaillent qui travaillent pendant quelques jours, mais c'est une version comme ça, un petit peu, pas improvisée, mais enfin assez légère. Quand la pièce avait été jouée, le soir où elle a été jouée, j'étais dans la salle et j'avais ressenti vraiment une émotion très très forte de la part du public. J'avais été même très saisie de ressentir de manière aussi puissante l'émotion qui se dégageait de cette courte pièce. Et voilà, c'était resté comme ça dans un petit coin de ma tête. Et quand j'ai commencé ce travail dont je parlais à l'instant sur les liens et sur voilà, ce qui fait de nous des êtres humains, j'ai pensé assez vite à la gratitude, au fait de savoir dire merci, etc. Et j'ai repensé à ce petit texte. Et comme par ailleurs, j'aime beaucoup dans mon travail, c'est quelque chose que j'ai fait à plusieurs reprises, j'aime beaucoup explorer des genres différents et flirter un peu avec des genres qui ne sont pas forcément romanesques. Je me suis dit, pourquoi pas tenter de donner à ce texte une très forte oralité, c'est-à-dire sans être forcément dans une pièce de théâtre à proprement parler, essayer de faire en sorte que le texte repose sur des monologues et des dialogues, ce qui est le cas. Et c'était le pari pour moi dans les gratitudes, c'était de mêler à la fois cette forme qui est assez proche du théâtre et en même temps de pouvoir y faire circuler quelque chose de très romanesque malgré tout. Donc voilà, le texte a apparu comme ça en France et je dois dire qu'il a suscité beaucoup de désirs de théâtre. Et j'ai été contactée par plusieurs metteurs en scène qui voulaient l'adapter au théâtre. Donc là, il y a un projet en ce moment qui est en cours pour une adaptation en France. Bon, par ailleurs, le théâtre est complètement à l'arrêt en France, comme vous pouvez l'imaginer. Donc tout ça, ce sera sans doute pour plus tard. Et en Italie aussi, où le roman a paru il y a quelques mois, très vite, un metteur en scène italien s'est intéressé au texte et m'a demandé les droits pour une adaptation sur scène. Et moi-même, je dois dire que j'ai assez hâte de le voir jouer, en fait, de le voir incarner. Ça demande un petit travail d'adaptation, mais les dialogues sont déjà quand même pratiquement là. ¿Y en España no ha habido solicitudes de adaptaciones teatrales? Non, pas encore, pas encore. J'espère. J'espère que ça viendra. Sí. Oye, Delfín, he leído también que el personaje de Michka está un poco inspirado en una tía tuya,
muy mayor, de 99 años. Y bueno, a una autora como tú, autora de obras como basada en hechos reales o sobre todo Nada se opone a la noche, preguntarle por los límites entre realidad y ficción, entre autobiografía y literatura, pues supongo que te la habrán preguntado montones de veces, pero ¿cómo, creo que en este caso también es pertinente, ¿no? ¿Cómo ves tú esa línea entre la realidad y la ficción? ¿Cómo la juegas en tu propia obra? Bah, pour moi, elle est très claire. Pour le lecteur, elle ne l'est pas toujours, d'autant plus que j'ai un petit peu joué aussi avec ça. Donc, si vous voulez, si je regarde mon travail, aujourd'hui, j'ai publié 10 romans. Pour moi, j'ai 2 romans qui sont clairement d'inspiration autobiographique ou biographique. Il s'agit de Jour sans fin, que vous avez évoqué au début de cette rencontre, qui est mon premier roman publié. Qui est en effet un texte très autobiographique où je me suis très largement inspirée de ma propre expérience de l'anorexie, de ma propre hospitalisation pour raconter cette histoire de guérison. Et puis, Rien ne s'oppose à la nuit, où j'ai tenté malgré tout par le roman de reconstituer l'histoire de ma mère. Ensuite, d'après une histoire vraie, c'est un texte où j'ai un peu pris le contre-pied de tout ça et où je me suis amusée au contraire avec les codes et où je me suis amusée à brouiller les pistes. Je pourrais dire en simplifiant un petit peu que c'est une fausse autobiographie avec voilà, un mélange de vérité et de fiction. Pour le reste, tout mon travail est vraiment un travail de fiction et je me définis moi-même comme un auteur de fiction. Mais bien sûr que souvent, la fiction se nourrit du réel ou trouve en tout cas dans la réalité son point de départ. Et ça a été le cas avec les gratitudes. Le personnage de Mishka, c'est un personnage, mais c'est vrai que pour une part, il m'a été inspiré par cette tante voilà, qui m'a accompagnée, enfin, qui a été quelqu'un de très important dans ma vie, et à la fois quand j'étais une petite fille et plus tard dans ma vie d'adulte, qui est morte en 2013 à l'âge de 99 ans. Et donc, elle avait passé les dernières années de sa vie dans un EHPAD. Et cette femme qui avait été si importante pour moi, qui, je peux le dire, m'a sans doute sauvé la vie, dans les dernières années de sa vie, est devenue dépendante. Et voilà, j'espère avoir pu, d'une certaine manière, la remercier en étant présente, en m'occupant d'elle, etc. Mais donc, le personnage de Mishka a des points communs avec elle, indéniablement, mais en même temps, je l'ai fabriqué parce que ma tante, par exemple, pour être plus concrète, elle perdait vraiment le langage. C'est-à-dire que à la fin, c'était une femme qui était aussi, enfin, elle n'était pas du tout correctrice dans un journal comme Mishka, mais c'est une femme qui était vraiment une intellectuelle malgré tout, et qui donc avait longtemps utilisé les mots avec beaucoup de plaisir probablement et de précision. Mais dans les dernières années, en fait, elle avait comme des trous de mémoire, enfin, c'est-à-dire que son langage devenait une sorte de désert, mais elle ne remplaçait pas les mots par d'autres. Et donc, c'est devenu de plus en plus difficile de la comprendre. Il fallait vraiment être très, très au fait de ce qui se passait pour elle, de ce qu'elle vivait, pour pouvoir reconstituer ce qu'elle essayait de raconter. C'était évidemment très triste d'assister à ça, mais pour des raisons littéraires, il me paraissait bien sûr beaucoup plus intéressant que le personnage de Mishka est une forme d'aphasie qu'on appelle paraphasie, sur laquelle vous avez travaillé aussi, Pablo, qui consiste donc à
remplacer les mots par d'autres, à inventer des nouveaux mots. Voilà. Et donc, évidemment, ça c'était plus intéressant pour moi comme matériau d'écriture, comme matériau littéraire. Voilà. De même que cette femme enfin, ma tante qui a inspiré ce personnage n'était pas juive et n'a pas vécu cette histoire que j'ai attribuée à Mishka. Donc, tout ça pour dire, si vous voulez, que souvent, il se trouve qu'il peut y avoir un point de départ dans la réalité qui me donne envie d'écrire un livre ou qui soit comme un petit grain de sable que je vais utiliser ensuite dans la fiction. Mais en l'occurrence, je suis très attachée aussi au plaisir de fabriquer des personnages et d'avoir toute liberté de leur attribuer une histoire, un destin, sans être dépendant du réel. Claro. Sí, yo creo que lo has dejado claro y meridiano. Quizá también has evocado muchas temáticas en las gratitudes, pero estabas ahora tocando un tema que era el del lenguaje, ¿no? Que me interesa mucho. Hay muchos temas, ¿eh? Por supuesto, hablas de la vejez, hablas de las relaciones, hablas de la memoria, por supuesto, hablas de la enfermedad, pero quizá esa relación entre memoria y lenguaje, que algunos personajes, incluso como Jérôme, ¿no? Lo verbalizan y dicen, sin el lenguaje, ¿qué nos queda? ¿No? Da un poco la sensación de que estamos abocados a eso, ¿no? A no poder ser si no nos expresamos, ¿no? Con el lenguaje, y también a no ser si no tenemos memoria. Entonces, un poco la pregunta iría por ahí, ¿no? Sin memoria no somos nada, es un poco también la idea que hay. Memoria individual, en el caso de Michka, que está perdiendo también sus referentes, pero memoria también colectiva, ¿no? Al ir a buscar a aquellas personas que la ayudaron en la Segunda Guerra Mundial y a las que quiere dar las gracias, ¿no? Yo creo que hay una reflexión muy sutil, pero muy bonita también, sobre la memoria, el olvido, el lenguaje, ¿no? Y aquello que decía Wittgenstein de que los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje. Pues si Michka va perdiendo palabras, va perdiendo mundo, ¿no? En cierto modo. Oui, en tout cas, il est évident voilà, qu'elle perd beaucoup et peut-être avant toute chose, ça rend très compliqué son lien avec sa relation avec l'autre. Donc, j'avais envie de montrer cette perte, l'importance de cette perte, ce manque. Alors, pour Mishka, avec ce phénomène de paraphasie, comme elle invente malgré tout, en tout cas au début, un langage qui lui est propre, un langage qui est parfois comique, poétique, en tout cas qui souvent signifie quelque chose, à la fois dans le vocabulaire, dans les termes qu'elle invente ou qu'elle refabrique et dans la syntaxe un peu étrange qui est la sienne. Donc, pendant un temps, en tout cas, elle compense cette perte du langage par une sorte de langage à elle qui, malgré tout, lui permet de rester en lien. Ensuite, tout ça se dilue, s'évapore et ça devient de plus en plus complexe pour elle, bien sûr, de s'exprimer. D'ailleurs, elle a plutôt sa tête dans le sens où elle n'a pas vraiment de problème de mémoire. C'est vraiment la difficulté à s'exprimer qui la paralyse, enfin qui devient sans doute très douloureuse pour elle. Alors, à ce moment-là, j'avais aussi envie d'essayer d'imaginer en dehors du langage, justement, ce qui peut se jouer dans ces relations à la fois avec Jérôme, l'orthophoniste, vous l'avez dit, et avec Marie. C'est-à-dire que dans la manière, enfin, dans ce qu'ils racontent eux, puisque c'est eux aussi qui nous la racontent finalement, Mishka, essayer d'aborder aussi quelque chose qui ne relève pas finalement du langage, du non-verbal, et c'est simplement parfois être là. C'est quelque chose qui va se jouer dans un regard, dans la présence, dans le fait d'être là déjà au rendez-vous, de continuer de venir, même si l'échange est de plus en plus compliqué. Et parfois dans des gestes, des attentions.
je pense par exemple à ce geste qui pour moi est très beau quand elle écrit, qu'elle écrit quelque chose et qu'elle demande à Jérôme, j'en dis pas trop pour ceux qui n'ont pas lu le roman, mais elle écrit quelque chose et elle demande à Jérôme de poster la lettre. Il ne prend pas la peine de la lire, même peut-être qu'elle n'a pas du tout réussi à écrire en fait, mais il referme la lettre comme s'il était certain qu'elle était parfaite. Et pour moi, dans ce geste-là, ça dit énormément en fait. C'est quelque chose de très fort d'être capable de faire ça. Et donc voilà, ce personnage de Jérôme comme Marie, il me semble que l'un comme l'autre, ils arrivent malgré tout à faire passer quelque chose au-delà du langage. Et c'est d'ailleurs probablement une des raisons pour lesquelles ce texte résonne aussi en ce moment d'une manière particulière. C'est qu'on sait que précisément aujourd'hui, tout ce langage non corporel, c'est la possibilité aussi de prendre quelqu'un dans ses bras, etc. Ça n'existe plus, ça a disparu. Et on sait bien pour les vieux, comme dirait Mishka, que c'est d'autant plus douloureux que parfois le langage n'est plus là. Delfín, si hacerte esta pregunta un poco de circunstancias, pero ya que lo has comentado, no sé si tú crees que los lectores españoles y catalanes van a recibir la novela de un modo distinto que los primeros lectores, por el hecho de que hoy en día hemos visto, ¿no?, de manera más clara lo que es la vida en las residencias. Tú lo evocabas ahora, ¿no? No sé si la lectura o la lectura de los actuales lectores franceses de las latitudes es distinta post-pandemia. ¿Cómo lo ves? Je n'ai pas tellement de témoignages sur la lecture française parce que même si, à vrai dire, le livre continue d'être lu beaucoup en format de poche parce qu'il est sorti en poche maintenant en France, je n'ai pas eu, enfin, je ne sais pas si ça a modifié la lecture en France, mais j'ai bien senti effectivement en Espagne que le fait que le roman paraisse maintenant lui donne probablement un écho particulier parce que exactement comme vous l'avez dit, peut-être qu'on visualise d'une certaine manière davantage, ou on est plus lucide, plus conscient de ce que ça veut dire en fait cette situation des EHPAD et la solitude dans laquelle, l'isolement dans lequel ont pu se trouver les résidents des EHPAD au cours des derniers mois. Ça a été le cas en France, mais j'ai été frappée en effet en Italie et en Espagne où le roman est sorti vraiment pendant la pandémie, de voir que cette importance du langage non verbal d'ailleurs qu'on évoquait, peut-être qu'elle donne un écho particulier. Sí, pero en todo caso hay que decir a los lectores del libro en España que es una novela entrañable, ¿no? Antes comentabas, Delfín, el hecho de que la novela anterior de este tríptico, Las lealtades, era una novela más oscura, ¿no? Una novela muy dura. Y de hecho yo se la hice leer en un club de lectura que tengo en bibliotecas de Barcelona también, y les encantó, pero quedaron muy tocados, ¿no? Y yo les dije que tenían que leer ahora Las gratitudes y me dijeron, pero será un poco más optimista, será un poco más alegre. Y les dije, sí, no os preocupéis, realmente es una novela en la que no sé, una sonrisa te sale muchas veces, aunque solo sea por los equívocos de Michka, pero es una novela, eso, entrañable, es una novela de buenas personas, ¿no? Tanto Jérôme como Marie, como la propia Michka, son buenas personas. Me atrevería a decir que la única persona mala es la directora, ¿no?, del geriátrico, pero que está solo en la mente de Michka, ¿no? Es como en los sueños de Michka, ¿no? Entonces no sé si tú querías conseguir eso, si en cierto modo tuviste que luchar un poco contra una sensación de no caer en el sentimentalismo o en el buenismo. ¿Cómo lo trabajaste eso?
Oui, oui, c'est vrai. Sans doute le roman est plus, j'espère, en tout cas plus lumineux que le précédent. Pour moi, ça tient vraiment à ces personnages, en fait, que vous évoquiez, c'est-à-dire à la fois Jérôme et Marie. Jérôme, pour moi, c'est vraiment un être profondément bon. Ce personnage, il s'est imposé comme ça dans sa capacité à entrer en lien avec cette vieille dame, sa capacité à la comprendre, l'intérêt qu'il lui porte. Maintenant, et j'espère aussi qu'il y a de l'humour effectivement dans le roman, et j'espère, je crois que grâce à votre traduction d'ailleurs, on sourit, on rit, comme c'est le cas en français, où beaucoup de gens m'ont dit que le livre les avait fait rire aussi, qu'il y avait, voilà, qu'il y avait de la cocasserie dans le langage de Mishka. Euh, pour ce qui est des bons sentiments, j'ai envie de vous dire, pour moi, ça n'est vraiment pas une question. La littérature, elle doit s'emparer des sensations. Moi, je travaille très souvent sur la sensation, des sentiments, bien sûr, de la psychologie, de la sociologie, de l'histoire, etc. Et tout ça, peu importe que ce soit bien ou mal, au fond, ça n'est jamais comme ça que j'envisage les choses. De fait, je dois dire que une fois que le roman a été terminé, oui, je me suis dit, ces êtres, au fond, les trois personnages qui sont mis en scène dans ce roman, sont de belles personnes et c'est tant mieux. Enfin, je suis heureuse de ça. Je ne vois pas pourquoi les belles personnes seraient interdites de séjour dans le roman. Bien sûr que les bons sentiments ne suffisent pas à faire de la littérature, ça, j'en suis convaincue, mais ils ne sont pas non plus bannis pour moi de la littérature. Et ce personnage de Jérôme, d'ailleurs, c'est étonnant la manière dont il s'est construit, parce que j'avais contacté un orthophoniste au début de l'écriture pour savoir si justement ce phénomène de paraphasie sur lequel j'avais envie de travailler, qui donnait lieu à tous ces jeux de mots que vous avez traduits, est-ce que ça existait? Et donc, il m'a répondu, oui, on s'est vu une fois, et voilà, il m'a expliqué un petit peu son travail. Et puis, par la suite, en fait, à plusieurs reprises, je l'ai contacté par mail pour avoir des précisions parce que je voulais que ce soit malgré tout réaliste sur des points de détail. Et à chaque fois, je lui posais une petite question qui aurait nécessité une réponse en 4 ou 5 lignes. Et il m'envoyait des mails avec des pages et des pages de renseignements, des liens vers des... Et en fait, d'une certaine manière, c'est la gentillesse de cet homme qui était sa disponibilité qui a nourri le personnage, qui était tout autre. Mais je crois que la bonté de Jérôme, elle s'est fabriquée aussi en constatant la gentillesse de cet homme. Donc voilà. Et, et je, oui, je suis heureuse quand on me dit que ce livre est moins âpre que Les Loyautés, qui est un texte par ailleurs que j'aime, j'aime beaucoup. De toute façon, j'aime un peu mes textes comme des enfants. Je ne dis jamais du mal d'eux, et ça n'a rien à voir avec leur qualité. Mais en tout cas, voilà, Les Loyautés, c'est un texte auquel je tiens beaucoup, mais j'ai conscience en effet que c'est un texte qui est peut-être plus âpre, oui, que Les Gratitudes. Sí, quizá tenemos ese prejuicio, ¿no?, sobre los buenos sentimientos. Creo que en Francia era André Gide, ¿no?, quien decía que de los buenos sentimientos nace la mala literatura. En español fue Cortázar el que incluyó esa frase, ¿no?, en Rayuela, en Magel, ¿no? Y bueno, quizá hay ahí ese punto. Pero bueno, yo creo que sí, que es una novela eso, deliciosa, y que con los buenos sentimientos se puede hacer tanto buenas novelas como malas, ¿no? Me gustaría comentar algo respecto a esos equívocos que comete Michka por esa parafasia, en relación a las dificultades de traducción también, no por tanto porque quiero hablar de la traducción, sino también porque quiero poner en valor cómo tú misma eras consciente de las dificultades de traducción e hiciste algo que yo nunca había visto,
que a lo mejor lo haces siempre, no lo sé, pero yo no lo conocía, que es enviarnos a todos tus traductores, ya nos dirás tú cuántos eran, si 10, 20 o cuántos, pero nos enviaste un documento de 40 páginas en el que especificabas todos y cada uno de aquellos términos que Michka se equivocaba en una letra, no solo términos, sino, perdón, expresiones, giros lingüísticos que sintácticamente no eran correctos, y no solo te dedicaste a marcarlo durante 40 páginas, sino también a explicarnos, en los casos en que había un equívoco, qué había detrás, ¿no? Qué connotación podía haber detrás de ese equívoco, que era lo más difícil para nosotros, ¿no? Que era no solo conseguir dos palabras que se pareciesen, que fuesen parónimas, sino que encima tuviesen las mismas connotaciones, ¿no? Entonces, bueno, te quería agradecer públicamente que pensases en nosotros y un poco también preguntarte sobre cómo lo veías en ese sentido, ¿no? Si eras muy consciente de las dificultades que íbamos a tener también los traductores a la hora de traducirte. Oui, oui. Alors, au moment où j'ai écrit le texte, non, j'avoue que je n'y ai pas pensé. Je me suis occupée moi-même de fabriquer ces néologismes, d'inventer ces lapsus, comme je le disais, qui sont tantôt comiques, tantôt un petit peu tristes, parfois poétiques, d'essayer vraiment d'inventer la langue de Michka. Je dois dire que j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler cette langue et à réfléchir. Là, elle pourrait remplacer le mot par tel autre, et puis après, 2 jours après, je revenais sur le texte et je me disais mais non, ce sera encore mieux si c'est ça, et si elle dit ça, c'est aussi parce qu'elle pense à ça. Il y a évidemment tout l'implicite, tout ce que ces lapsus révèlent à la fois de son histoire, de ses peurs. Bon. Et donc, je me suis occupée de ça dans l'écriture, et puis un petit peu plus tard, quand le texte a commencé à circuler chez les éditeurs étrangers, voilà, je me souviens avoir un petit peu alerté en disant aux éditeurs attention, parce que c'est un texte qui va être difficile à traduire. Là, j'avais bien conscience que ce serait un travail très particulier, et qu'au fond, il s'agissait d'une traduction créative. En fait, je crois que là, vous avez fait d'une certaine manière la moitié du travail, parce que c'est sans doute déjà toujours un peu le cas. Je veux dire, on sait bien à quel point la traduction joue un rôle très important, mais là, peut-être encore plus que d'habitude, parce que il ne s'agissait pas seulement d'être fidèle, en fait, enfin, il ne s'agissait pas d'ailleurs d'être fidèle, parce que dans certains cas, c'était impossible, et ça, j'en avais bien conscience. Mais il s'agissait de réinventer quelque chose en obéissant, en respectant des principes, mais finalement en les interprétant vraiment soi-même. Et donc ça, j'ai eu tout à fait conscience de ça. Quand j'ai commencé à me poser la question de la traduction, je me suis dit, mais comment vont-ils faire vont-ils ou elles faire? Dans certains pays, j'ai des traducteurs avec lesquels j'avais déjà eu des échanges. Donc voilà, et assez vite, l'idée de faire une sorte de guide pour à la fois pointer les endroits. J'avais peur aussi que dans certains cas, ça passe inaperçu. Les endroits, voilà, qui étaient importants pour moi, expliquer comment j'avais fait, voilà, quels étaient les sens qui me paraissaient importants, mais comme je le disais d'ailleurs dans ce document en introduction, tout en ayant conscience que parfois vous ne pourriez pas respecter ça, et qu'en fait parfois il vous faudrait inventer vraiment quelque chose d'autre. Et donc, dans les échanges que j'ai pu avoir avec Anagrama très vite sur la traduction, on m'a parlé de vous comme étant la bonne personne pour traduire ce texte, et j'étais très contente, et les retours que j'ai aujourd'hui sur le roman, je sais que je dois vous les attribuer aussi en grande partie.
Bueno, te lo agradezco, pero es demasiado generoso por tu parte, pero tienes toda la razón del mundo en que es un regalo para los traductores, porque esa dificultad misma es la que nos motiva a la hora de traducir. Es como hacer, no sé, es como estar jugando todo el rato, ¿no? Y entonces también quiero agradecer a Silvia Sese, la editora de Anagrama, que me contactó para decirme, sí, sí, tienes que traducirlo tú, ¿no? Así que se lo agradezco a ella, pero también sobre todo a ti, y creo que puedo decir Oui, oui, también... Sí, ¿no? Y c'est puedo elle qui decirlo m'a de parlé de parte vous. claro, de Jordi Martín Lloret, que ha hecho la traducción catalana. Creo que suscribiría mis palabras y te queremos dar las gracias de verdad, como hemos traducido en castellano, o moltes merdés, como ha traducido Jordi Martín Lloret, ¿no? Recuerdo a los que nos están escuchando que pueden ir haciendo preguntas. Ya me están pasando algunas preguntas del film, así que yo voy a ir mirándolas un poco y te las voy a ir trasladando, pero mientras damos algún minuto más para que los oyentes y los que nos estén viendo hagan sus preguntas, si te parece voy a leer un fragmento de un comentario que vi en las redes sociales, el que te comentaba al principio, porque la verdad que me emocionó mucho, ¿no? Así que lo voy a leer y luego ya paso a trasladarte algunas preguntas de los espectadores y espectadoras. He tenido que recortar mucho porque era un post larguísimo, de alguien que no conozco, pero que firma como Readings North, y el Instagram es de Isa Martínez, a la que le pido disculpas si he recortado indebidamente. Pero me parece que puede quedar este texto como ejemplo de la recepción que tienen tus obras en España, en este caso, y que tienes lectores y lectoras muy, muy fieles, casi me atrevería a decir que auténticas fans, ¿no? Esta persona escribió hace unos días: querida Delfín, ¿cómo explicar todo lo que ahora mismo siento? ¿Cómo plasmar todo el torbellino de sentimientos? ¿Cómo darle nombre a mis emociones? Lo has hecho de nuevo y lo has hecho de manera magistral. Me has destrozado y, a pesar del dolor, cada vez que pienso en la historia, cada vez que pienso en la protagonista, una sonrisa tierna invade mi cara. Una vez más, Delfín, una vez más lo has conseguido. Me has desgarrado, me has llegado a lo más hondo, me has fascinado. Me has puesto la piel de gallina. Una vez más me has demostrado que eres única e inolvidable. Una vez más has volcado todo tu cariño, sensibilidad, amor y respeto en unas páginas que me costará mucho olvidar. No sé cuándo será nuestro próximo encuentro, pero tengo claro que lo estaré esperando, lo estaré deseando. Gracias, Delfín. Gracias por todo lo que me has aportado con cada uno de tus libros. Gracias por marcar mi camino como lectora. Gracias por haber aparecido en mi vida. Gracias por no haber desaparecido. Bueno, creo que a mí se me sigue poniendo la piel de gallina cuando leo lo que escriben sobre ti en las redes sociales. Y esto solo los que escriben en las redes sociales. Imagino que habrá tantos lectores como personas detrás de esas palabras, ¿no? Delfín, veo que me preguntan sobre ese tercer hipotético libro, ¿no? Para cerrar el círculo, y quieren saber cuál sería el tema de ese tercer libro, e incluso se animan a elucubrar cuál podría ser, si sería el perdón. Ah, c'est une bonne idée, en tout cas une belle suggestion, très belle. Je pensais en fait, quand j'avais parlé de ce triptyque, je pensais travailler sur l'ambition et appeler le roman Les Ambitions, avec cette idée justement de ne pas seulement explorer des bons sentiments, mais aussi peut-être des choses plus ambivalentes. Donc voilà, et dans l'idée aussi de continuer avec ces formes assez courtes. Et puis, ça arrive parfois dans la vie d'un auteur, finalement, un autre roman est venu interférer et s'est imposé, qui d'ailleurs a quelque chose à voir avec l'ambition, mais pas seulement. Et très vite, en tout cas, je me suis rendu compte que la forme de ce livre ne pourrait pas être cette forme un petit peu courte. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que j'ai fait? Te vemos bien, ¿eh? Non, Nosotros. non. Ah, vous m'entendez? Oui, oui. Ah, sí, sí. Ah oui, Te vemos y d'accord. te C'est moi oímos, qui sí. ai fait, pardon. J'ai fait une fausse manipulation, j'avais tout perdu.
Voilà, donc je me suis rendu compte que ça ne pourrait pas être une forme aussi courte et donc je suis partie sur autre chose et c'est devenu le roman qui vient de paraître en France qui s'appelle Les enfants sont rois. Mais voilà, j'espère revenir, malgré tout, boucler cette trilogie. Soit peut-être en restant sur ce thème des ambitions, soit pourquoi pas en travaillant sur le pardon, qui, je dois dire, oui, est une belle suggestion. Pues ahí queda dicho. Me preguntan también, o te preguntan, sobre la realidad y la ficción, pero este es un tema que ya hemos tratado, pero me animo a ofrecerte una respuesta que da un amigo mío escritor cuando le preguntan sobre qué porcentaje de realidad y qué porcentaje de ficción hay en sus novelas, y él siempre dice 70% de realidad y 70% de ficción. Entonces, con esta pequeña paradoja se quita la pregunta de encima, ¿no? También preguntan por qué elegiste la lealtad y la gratitud para las dos primeras novelas. No sé si esa es una respuesta un poco difícil de dar, pero la dejo ahí. ¿Por qué lealtad? ¿Por qué gratitud? Y añado otra, por si la prefieres, que es un comentario de una lectora o lector que dice que desde que leyó Las Gratitudes y se emocionó tanto, trata de un modo distinto a sus padres. Se siente más cerca de ellos. Eso también es para poner la piel de gallina. Que pregunta a esta persona si pretendías eso, que los lectores se relacionen de manera distinta con sus padres o con sus abuelos o con las personas mayores o con la gente en general después de leer este libro y aprender a decir gracias, ¿no? Non, non, je ne peux pas dire ça. Et souvent, d'ailleurs, quand on me parle, quand les lecteurs me racontent un peu quels effets ont pu avoir la lecture sur leur vie ou sur leur comportement, parfois ça me touche évidemment beaucoup, mais je ne peux pas dire que c'est une intention. Je n'ai pas cette présomption de croire que le livre est toujours à ce point, enfin, impacte à ce point le lecteur. En plus, je sais bien, depuis maintenant 20 ans que je publie, à quel point un livre peut être reçu de 1000 façons différentes, le même livre en fait, et qu'un lecteur va être ému, un autre va être intéressé, un autre va rejeter le texte. Il y a toutes sortes de lectures et je crois que chacun s'empare du roman à sa manière. Et justement, je reviens à cette idée finalement de serrer le livre contre soi. En tout cas, chacun se l'approprie indéniablement. Donc moi, je n'imagine jamais quel va être l'effet du livre. Souvent, voilà, le texte part de quelque chose d'intime, même quand il ne s'agit pas, une fois encore, d'autobiographie. Tous mes romans partent finalement à un moment donné d'une question que j'ai pu me poser à moi-même ou de quelque chose qui m'a étonnée ou qui m'a heurtée. Par exemple, si je reviens aux loyautés, ce texte, il est vraiment né du constat très obsédée par cette question de la loyauté. Et je me disais, mais pourquoi? En fait, moi, c'est une question que je me pose très souvent. Est-ce que je suis loyale? Est-ce que c'est loyal si je fais ci ou ça? Mais la loyauté nous construit, qu'elle nous porte, qu'elle nous permet de nous regarder dans un miroir, mais aussi souvent que ça nous enferme, en fait, ces questions de loyauté, que on se retrouve très souvent dans des conflits de loyauté qui sont finalement très difficiles à vivre. Et donc, c'est tous ces thèmes que j'avais envie d'aborder à travers le roman. Mais par exemple, Les Loyautés, c'est un livre dont la fin, pour moi, est relativement claire, mais dont la fin a souvent été perçue soit à l'inverse de ce que j'avais voulu écrire, soit comme une fin ouverte ou ambivalente. Et ça, à un moment donné, ça appartient au lecteur en réalité. Donc chacun, une fois encore, s'approprie les choses un peu comme il peut ou comme il le souhaite.
¿Hay alguna pregunta más? Delfín, preguntan sobre, yo creo que es un poco, no sé si decirlo en broma, pero te preguntan que cuál es mejor, la traducción catalana o la castellana. Lógicamente, tú no puedes responder a eso porque no habrás leído las versiones, pero sí que quizá podemos aprovechar para Non, preguntarte. malheureusement, malheureusement, j'aimerais beaucoup pouvoir apprécier justement toutes les traductions de ce roman pour les raisons qu'on a évoquées, parce que je sais que c'était peut-être une traduction, voilà, encore une fois, plus difficile et plus créative encore que d'habitude. Donc malheureusement, ni en catalan, ni en espagnol, je ne parle pour pouvoir apprécier la traduction. La seule langue où j'ai pu l'apprécier un petit peu, c'est en anglais, parce que c'est la langue que je maîtrise le mieux, ou en tout cas, j'ai pu vraiment m'interroger, observer comment le traducteur avait traduit les jeux de mots, etc. Un tout petit peu en allemand, parce que je l'ai étudié quand j'étais jeune fille, mais malheureusement, ni le catalan, ni l'espagnol. Donc, ça, je ne peux pas vous dire. Mais je suis sûre que les deux traductions sont très bonnes. Y tienes, imagino, una estantería solo dedicada a las traducciones de tus libros, al japonés o a idiomas así muy, bueno, ¿no? Tiene que ocupar una pared Oui. entera, ¿no? Oui, ça commence à prendre beaucoup de place parce qu'effectivement, on reçoit pas mal, on reçoit à chaque fois des exemplaires justificatifs. Moi, j'ai la chance d'être traduite dans entre 20 et 30 pays selon les romans. Mon roman le plus traduit, ça reste Noé et moi que vous évoquiez au début de cette rencontre. Je crois c'est quand même celui qui a le plus de traductions, mais sinon, on va dire c'est au moins entre 20, 25, 30 pays. Et donc, j'essaye de garder toujours un exemplaire de chaque langue. C'est assez amusant de voir aussi les différentes couvertures qui sont proposées par les éditeurs, parfois les changements de titres qui sont faits, alors parfois sans que je le sache, notamment dans les pays asiatiques, ils changent très souvent les titres. Mais autant je peux m'en rendre compte, évidemment, si mon éditeur espagnol ou même catalan change le titre, je vais m'en rendre compte. Et puis en général, on en discute, bien sûr. Mais en Asie, ça m'est arrivé, je suis allée il y a quelques années au Japon et en Corée, et parfois je ne comprenais pas de quel livre me parlaient les journalistes, parce que le titre avait été choisi, avait été complètement changé. Et donc, au début, je disais, mais quel roman Et j'ai compris comme ça qu'en fait, ils avaient changé tous les titres. Voilà, donc, mais c'est vrai que ça occupe de la place. J'essaye maintenant de donner aussi les traductions aux prisons, parce qu'en France, je me suis rendu compte que finalement, enfin, on m'a dit, je l'ai découvert il y a quelques années, qu'il y a aussi beaucoup de prisonniers, de détenus qui sont étrangers et parfois ne parlent pas ou mal le français. Et donc, pour les langues qui intéressent les prisons, je fais des cartons et ça permet. Alors, parfois, les pauvres, je me dis, ils ont peut-être que du Delphine de Vigan, mais j'essaye d'en parler à mes collègues. No estaría mal ya, ¿eh? Yo creo que con eso creo que tendrían por lo menos buena lectura para un tiempo. Delfín, nos mandan, creo que ya la última pregunta, no queremos abusar más de ti. Ya la has respondido un poco, pero se interesan por cómo te has documentado e inspirado para el tema de la logopedia, del logopeda. Ya lo has contado un poco, pero quizá hay alguna anécdota que puedas contarnos en esa relación que tuviste, en esa investigación, en ese trabajo de campo. Donc, c'est vraiment grâce à cette... au départ, c'était une envie plutôt de réinventer ce langage. Quand j'ai rencontré cet orthophoniste, il m'a confirmé que ça existait, voilà, qu'effectivement, c'était une forme de l'aphasie qui pouvait surgir d'ailleurs dans la vieillesse, enfin dans le grand âge, mais aussi parfois après des AVC, enfin des troubles neurologiques ou des accidents vasculaires. Donc parfois ça peut arriver d'avoir ces troubles du langage même chez des gens beaucoup plus jeunes. Dans ces cas-là, ça se rééduque plus facilement que quand il s'agit de personnes très âgées. Et donc, voilà, ensuite, bien sûr qu'il y a une part de réalité, de réalisme plutôt, mais ensuite, j'avais envie de donner libre cours à
à mon imagination et, comme on le disait tout à l'heure, à cette dimension à la poético-comique de ces néologismes. Donc, je ne suis pas sûre que exactement il pourrait se produire comme ça. Peut-être que oui. En tout cas, l'anecdote que je peux vous raconter, c'est que mon livre a beaucoup circulé en France chez les orthophonistes. Donc, je suis devenue une sorte de star des orthophonistes et j'ai été contactée pour participer à un colloque très important d'orthophonistes en France qui devait avoir lieu au mois de novembre dernier et qui a été reporté à cause de la crise sanitaire. Mais quand ces gens m'ont contacté, je leur ai dit « mais non, mais je ne vais pas venir, c'est pas possible. Vous vous rendez bien compte que je ne suis pas du tout orthophoniste moi-même. » Et que Mais en fait, je crois qu'ils étaient vraiment très heureux qu'on parle de leur métier, ce qui n'est pas si fréquent finalement dans la littérature. Et c'est vrai que les personnages, enfin, je pense qu'il y a assez peu de personnages d'orthophonistes dans la littérature, peut-être en catalan ou en espagnol, y en a-t-il davantage, mais en France, je ne crois pas. Et souvent, la figure de l'orthophoniste, elle est davantage associée à l'enfance, aux enfants. Et en fait, ce que certains orthophonistes m'ont dit, c'est que cet aspect de leur métier, pour ceux qui travaillent donc dans les EHPAD et auprès des personnes très âgées, est moins connu, est assez méconnu. Bueno, Delfín, muchas gracias por también esta respuesta. Yo creo que has respondido a Merci todo à lo vous. que tus lectores querían saber y tus lectoras. Solo darte las gracias una vez más, infinitas gracias. Esperar que Les Enfants sont rois puedan presentarse en carne y hueso en España dentro de un año cuando salga. Si puede ser en Barcelona y que te tengamos aquí con nosotros. Gracias a todos los que habéis asistido y Merci. que sepáis que podéis volver a verlo todas las veces que queráis en diferido esta charla con Delphine de Vigan. Muchas gracias, Delphine. Merci Pablo, merci à vous tous, merci à tous ceux qui ont écouté cette rencontre. Ciao, ciao. Ciao, merci beaucoup.